Voici 11 ans, le président Bourguiba, seul, contre toutes les traditions, promulguait le code du statut personnel, supprimant la polygamie, interdisant la répudiation de la femme par son mari, légalisant le divorce. En leur enlevant aujourd'hui leur voile, ce qu'il appelle ce misérable chiffon, le chef de l'État rappelle que la femme tunisienne est, en droit du moins, égale de l'homme. Tunis, avenue Bourguiba, un lieu emblématique de la révolution tunisienne où 60 ans après Bourguiba, le voile a fait son grand retour. Pour certaines, c'est un réveil de la religion incarné par le parti islamiste Ennahda, pour d'autres, un recul en matière de droits des femmes. Pourtant, la nouvelle constitution de janvier 2014 a été saluée dans le monde entier pour ses articles concernant le droit des femmes. Alors qu'en est-il aujourd'hui du statut de la femme tunisienne ? Qui sont les islamistes majoritaires dans le pays? Que représente l'islam radical pour les Tunisiennes? C'est dans ce pays à l'équilibre encore fragile, tiraillé entre tradition et modernité, que nous partons pour ce carnet de route à la rencontre des femmes tunisiennes. تعيش طول دهرك في سعادة تامة مع هالراجل. كيفاش تعمل بيها القراية؟ حتى تفلت الراجل تراك امرأة بكية يلزمك فرحة ويلزمك راجل. Fatma 75, premier film réalisé par une Tunisienne. La réalisatrice, c'est Selma Bakar. Aujourd'hui députée, elle a participé à la rédaction de la nouvelle constitution tunisienne. Nous la retrouvons au siège de l'Assemblée nationale, où elle nous présente avec fierté un exemplaire de la nouvelle constitution. Ah, là voilà ma copie du Destour. Elle ne me quitte jamais. Voilà, c'est mon compagnon partout où je vais, même quand je voyage. 1 an et demi, c'est le temps qu'il a fallu pour rédiger cette constitution. Crainte d'un recul en matière de liberté, bataille pour conserver les droits acquis depuis Bourguiba, les articles concernant les femmes ont suscité de violents désaccords. Dans une assemblée qui compte 67 femmes, dont 43 du parti islamiste, les compromis ont été nombreux. Le fameux article 46, pour lequel on s'est tellement débattu, et quand je le vois maintenant, je suis tellement heureuse, parce que quand je pense au début, quand on nous parlait de complémentarité, maintenant on parle réellement d'égalité. Le premier tiré confirme que l'État se doit de préserver les droits acquis. Même quand on parlait des droits acquis au début, il y avait une formulation en arabe, ça pouvait être n'importe quoi, parce que ceux qui voulaient dire aussi, mais dans l'islam, dans le Coran, il y a aussi les droits acquis. Alors que pour nous, et tel que c'est signalé maintenant, les droits acquis, c'est les droits qui ont été octroyés par le Code du statut personnel. C'est clair et net, donc on se réfère directement à ça. Un texte en forme de victoire pour la classe politique, mais est-ce le cas pour la jeunesse révolutionnaire ? Celles sans qui cette constitution n'aurait jamais pu voir le jour. Sont-elles satisfaites de la situation de la femme dans cette nouvelle Tunisie? C'est devant le tribunal de première instance de Tunis que nous allons retrouver une partie de cette jeunesse. Au cri de ministère terroriste, ils manifestent pour un de leurs camarades en détention, entourés par de très nombreux journalistes. Dans la manifestation, nous rencontrons Enda Endou. Journaliste militante, elle nous amène dans les locaux de Nawat, un blog collectif indépendant, censuré sous Ben Ali. Voilà, ici en fait c'est pas seulement un média, c'est aussi un espace de rencontre, c'est aussi un espace de liberté. On est une dizaine. Tout le monde est dans la manif. Enda et ses amis font partie de cette jeunesse déçue par la révolution.
et ne voient pas les bénéfices de cette nouvelle constitution. Cette constitution est une constitution de consensus entre partis politiques. En fait l'important, c'est pas qu'il y ait un article qui protège les droits de la femme dans la Constitution pour qu'on ait des droits. Le problème est dans la culture et dans la mentalité générale et dans la rue. Donc ils peuvent mettre 1 million de bons articles dans la Constituante et dans la Constitution qui ne protégeront pas les droits de la femme. Et la preuve, c'est que le peuple tunisien ne l'a pas fêté. C'est seulement la classe politique qui a fait un festival, des festivités pour se féliciter. Elle a coûté énormément d'argent de contribuables et énormément de temps aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas encore les fruits de ce minimum d'acquis dans la Constitution, donc elle ne sert absolument à rien. L'objectif réel de la Révolution, c'est le travail, la dignité, c'est le partage équitable des richesses et des chances, c'est que le peuple participe réellement dans la prise de décision. Le peuple tunisien, il a fait cette révolution pour le pouvoir, c'est pas pour changer un dictateur par un autre. La déception est énorme. Ces jeunes femmes ultra-militantes sont néanmoins minoritaires dans un pays où tradition et religion tiennent une place encore très importante. Un pays où pas moins de 37% de la population a voté pour le parti islamiste Ennahda. Mais quelle définition doit-on mettre derrière le mot islamisme? Est-il aussi radical qu'on le dit en Europe? Qui sont ces députés voilés qui animent les séances de l'Assemblée? C'est dans la banlieue de Tunis, au siège du parti Ennahda, que nous avons rencontré l'une d'elles, Hajer Azzez. Attachée de presse et aussi le parti islamiste, c'est un parti qui est plutôt, il a une origine islamiste. Nous avons une référence à l'islam. Tout ça, on saurait faire, tout simplement, mais on n'a pas l'islam entre nos mains. Nous pratiquons l'islam parce que l'islam parle de la démocratie, des droits de la femme, de la justice sociale, de la justice économique. Les Tunisiens n'aiment pas les extrémistes. Donc comment peuvent-ils un jour arriver à arracher les droits de la femme? La femme tunisienne, personne n'est arrivé à arracher ses droits. L'islam radical, qu'est-ce que vous en pensez? Du salafisme, on a vu qu'il y a un parti salafiste qui est né après la Révolution. Le salafisme est très loin de l'islam. Vous ne trouvez jamais une femme membre de l'Ennahda qui porte le niqab. Vous le confirmez? Oui. Il y a des femmes qui viennent à nos réunions. Elles sont des salafistes, mais jamais elles nous ont parlé. On ne peut pas les empêcher de venir à nos réunions. Mais vous ne trouvez jamais une femme membre de l'Ennahda qui porte le niqab parce que c'est pas ça ce que Dieu nous a dit. Une femme voilée qui nous a intrigués. À l'opposé des clichés auxquels on peut s'attendre sur l'islamisme ou encore le voile, nous nous sommes demandé ce que signifiait réellement ce retour massif vers le foulard islamique. C'est au cœur de l'avenue Bourguiba, au sein de l'ONG Al-Bossala, que nous allons chercher des réponses. À même pas 30 ans, sa présidente, Amira, est considérée comme l'une des 100 femmes les plus influentes du monde arabe. Interdite de séjour en Tunisie pour des raisons politiques, c'est après la Révolution qu'elle retourne dans son pays pour y promouvoir la démocratie. Pour cette jeune femme, le retour du voile est une conséquence logique de la Révolution. Sous Ben Ali et sous la dictature, la femme a été énormément manipulée dans le sens où la liberté de la femme était quelque part un argument pour plaire aux Occidentaux. Et c'est pour ça qu'on était une dictature acceptée. Parce qu'on était une dictature où les filles ressemblaient aux Européennes ou aux Américaines. Et on était un pays qui était anti-islamisme, etc. Donc on était accepté pour ça. Et le régime Ben Ali, la dictature, a beaucoup profité de ça. Elle a beaucoup manipulé les femmes pour ça. Le statut de la femme. N'empêche, à l'époque, sous Ben Ali, quand on portait le voile, on se faisait arrêter dans la rue, c'est interdit.
Et beaucoup de femmes ont eu, et surtout des militantes du parti islamiste, ont été violées, etc. à cause de ça. Quand la révolution est venue, que les gens ont eu le droit de faire ce qu'ils veulent, eh bien, on a vu une énorme montée de femmes portant le voile. Et cette montée, on peut l'expliquer de deux manières. On peut l'expliquer facilement en disant que c'est les islamistes qui ont convaincu des centaines de milliers de femmes à porter le voile en 2 mois. Ils sont très forts, nos islamistes. Franchement, s'ils étaient aussi forts, ils auraient pu avoir au moins 80% des votes et non pas 30 et quelques. Mais, ou alors on peut l'expliquer par le fait que beaucoup de femmes voulaient, mais vu le harcèlement policier qui existait à l'époque contre ces femmes-là, ben, elles ne le mettaient pas. Et donc, petit à petit, les Tunisiens, qui est l'élite de 1% hyper francophone, qui voyage, qui connaît l'Europe, qui vit comme en Europe, a été choqué de découvrir qu'en fait on était un pays arabo-musulman. Et ça a été vraiment un choc culturel. Oh là là, en fait, on a des musulmans chez nous, c'est bizarre, alors que c'est un pays qui est à 99% musulman. C'est à la pointe nord de l'Afrique, à 1 heure de route de Tunis, que se termine ce carnet de route. Loin de l'agitation médiatique de la capitale, c'est à Bizerte que nous décidons de poser notre caméra. C'est dans cette ancienne base navale française, dans un immeuble du centre-ville, que nous rencontrons Rafika et Dalila, accompagnés de leur frère Waïd. Nous tentons d'en savoir un peu plus sur les Tunisiennes et le voile. Le 5 mai 1955. On voit certaines jeunes filles qui sont plus âgées que les autres et qui portent donc à la mode tunisienne le voile. Dalila, elle porte le voile depuis longtemps, mais elle ne porte pas le voile qu'elle porte maintenant. Elle portait le sefseri. Le sefseri, c'est la tradition tunisienne. En Tunisie, on porte que ce voile avec, pas le noir. Tout le monde croit que l'islam oblige la femme de se protéger les yeux, le visage, Jamais. Et j'aime pas les extrémistes. Je suis pour la modération. Je suis pour la modération. Je porte quelque chose de beau, d'élégant. Je ne portais pas le voile avant 2003. Dès 2003, j'ai porté le voile. J'étais à la Mecque. Et depuis ce jour, je porte la voile. Petit à petit, oui, on grandit. Et la culture interne et les oui, bon, tu as plongé dans la religion, tu as lu le Coran de plus en plus. Je fais des cours, je sais ce que ça veut dire. Je suis devenue une mère, j'ai des responsabilités. C'est leur liberté de porter ou de ne pas porter. À titre personnel, je ne suis pas pour le voile. Je trouve qu'effectivement, même inconsciemment, c'est une soumission, je ne dirais pas à quelqu'un, mais à la société. Personne ne m'a demandé de porter, ou de mettre le voile, ou de ne pas le mettre. Même pas mon mari, là. Nous quittons un pays à l'aube de la démocratie et des Tunisiennes fières de ses droits acquis depuis Bourguiba. La Tunisie fait figure d'exception dans le monde arabe en matière de droits des femmes et les Tunisiennes se sont levées avec courage pour conserver leur liberté. Une société surprenante où la femme joue un rôle primordial, mais une société qui doit malgré tout rester vigilante face aux dangers de l'extrémisme religieux. المحبة صنعك يا ربي والكره زمان صنعته الناس نسيانهم نعمة يا ربي بغضك ذبح حزن يقتل الإحساس